Content de vous retrouver, c'est lundi, mesdames et messieurs, une nouvelle semaine qui commence avec WAB Info à votre compagnie. Nous sommes en direct justement pour parler actualité, pour vous expliquer, voilà, j'y arrive, tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'agglomération des Bohimba tombée entre les mains des éléments de la FCM 23 depuis hier dimanche. Et aujourd'hui, les FRDC et les Ouazalendo tentent de déloger ou disons de reprendre le contrôle de cette agglomération. Donc il y a des combats qui sont signalés à pareil instant dans cette partie du territoire de Walikale. Bouimba, c'est une agglomération très stratégique qui ouvre la voie vers Walikale centre parce que vous le savez, les M23 avaient ne sont plus voilà, à Walikale centre, ils avaient abandonné cette cité et aujourd'hui avec la prise des Bouhimba, c'est un signal, mesdames et messieurs, inquiétant pour les forces armées de la République démocratique du Congo. On va donc en parler, sans en oublier aussi cette altercation entre les Ouazalendo, un groupe de Ouazalendo, et les forces armées de la République démocratique du Congo à Ouvira. Voilà, il y a même des morts enregistrés côté population. On va faire les points, mesdames et messieurs, sur la situation sécuritaire dans la ville d'Ouvira, qui aujourd'hui est le chef-lieu provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu, les institutions qui dépendent de Kinshasa. Parce que pour la FCM 23, les institutions sont basées à Bukavu. On va donc parler, mesdames et messieurs, de cette situation. Donc là, c'est les altercations armées entre les FARDC et les Ouazalendo. Et puis, un autre point très important, et c'est la sortie médiatique du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge. Il est revenu sur toutes les interpellations au sein de l'armée. Les hauts officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, aujourd'hui en détention, eh bien, le général-major Sylvain Ekenge a confirmé toutes ces détentions, tout en précisant que c'est dit aussi à des enquêtes, c'est dit aussi à une procédure aussi normale au sein des FARDC. Et dans la foulée, c'est le général Nyembo Abdallah qui remplace le lieutenant général Pacifique Massunzu. Pacifique Massunzu qui est aussi en détention à Kinshasa et aujourd'hui il est remplacé par le général Nyembo Abdallah. C'est un général-major qui remplace bien sûr le lieutenant général. Donc le général Nyembo Abdallah va prendre le contrôle de la troisième zone de défense. La troisième zone de défense, c'est cette zone, mesdames et messieurs, qui est toujours mouvementée. C'est cette zone qui connaît beaucoup de défis avec des tensions armées dans la Grande Orientale. Tout ce qui se passe avec les Codeco, avec la CRP, toutes ces organisations militaires. Vous arrivez à Beni, donc au Nord Kivu, vous allez retrouver les EDF, vous allez retrouver les M23, vous allez retrouver plusieurs groupes armés aussi, et puis sans oublier l'insécurité qui bat son plein dans l'espace Katanga. Voilà donc, c'est aussi je peux dire, une charge de plus pour le général qui vient justement de prendre la place voilà, du général Pacifique Massunzu. Donc, on va aborder tous ces points, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous vous appelons à vous installer confortablement pour ne rien rater. Parce qu'ici, c'est de la matière et nous voulons justement que vous puissiez être édifiés. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. La règle reste justement la même. Donc, nous sommes là, nous sommes en train de vous accompagner et c'est possible justement que vous puissiez aussi poser des questions, que vous puissiez aussi donner votre point de vue tout en restant, j'insiste, tout en restant dans les sujets. Donc, ici, nous parlons actualité. Les attaques personnelles ne vont pas en tout cas nous intéresser. Alors, il y a déjà les premiers commentaires de Janvier Bahati qui nous dit « Merci beaucoup pour votre information. Je suis à Kampala, mais chez nous, c'est à Rutshuru. » Voilà, il est à Kampala. Il nous suit donc depuis la capitale ougandaise, bien qu'étant ressortissant de Rutshuru. Salut à vous, Janvier Bahati. Nous, c'est WAB Info. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre,
abonnez-vous, activez la cloche des notifications et là, vous serez toujours alerté à tout instant lorsqu'on aura des nouvelles productions. Intégrez donc cette communauté Web Info. Nous nous réunissons autour de la bonne et la vraie information. Alors, mesdames et messieurs, on va directement décoller. En commençant tout d'abord au niveau de Buhimba. Buhimba, je le disais, c'est une agglomération située dans le territoire de Walikale, une importante agglomération aujourd'hui qui est sous contrôle des éléments de l'AFC M23. Dans quel contexte les hommes de Corneille Nangaa, les hommes de Sultani Makenga ont réussi à prendre le contrôle de cette agglomération? Je vais tout vous expliquer, mesdames et messieurs. Tous les détails de cette information, c'est tout de suite justement sur Waba Info. Tout d'abord, il faut le dire, la prise de Buhimba par les éléments de l'AFC M23 ouvre la voie sur Kimua Ntoto. Les deux agglomérations que je viens de citer, mesdames et messieurs, sont toujours dans la même région. Une région encore sous contrôle des forces armées de la RDC et de Wazalendo. Donc, Ntoto et Kimua sont toujours contrôlés par les FARDC. Mais avec la prise de Buhimba, cette agglomération de Buhimba, comme elle est passée sous, sous contrôle de l'AFC M23, les dangers qui planent pour l'instant dans cette région, c'est que l'AFC M23 peut avancer vers Kimua Ntoto. Et pourtant, ces deux localités, mesdames et messieurs, ces deux agglomérations sont pour l'instant sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a aussi les Wazalendo. Donc l'axe Kimua Ntoto fait jonction avec la route provinciale Walikale-Goma, débouchant par Ngora, à 12 km de Walikale Centre. Voilà. Ainsi, Karete et Musenge sur la route nationale numéro 3 à partir de Mera, près d'Ntoto, en passant justement par Mahembe. Voilà donc, la société civile, force vive de Walikale, ne cesse d'appeler les autorités militaires pour renforcer la sécurité sur cet axe qu'utilisent actuellement les rebelles pour encercler Walikale Centre. Voilà, mesdames et messieurs, la chute de Walikale pourrait donner même aux rebelles de l'AFC M23 l'avantage de forcer juste ou d'aller jusqu'à Kisangani en passant par Lubutu dans la province d'Imaniema. Voilà donc, cette inquiétude de la société civile, elle est aussi normale parce qu'une offensive de grande envergure est très importante pour contrer l'avancée des rebelles sur le terrain. Donc la contre-offensive des FARDC. Alors, en parlant de la contre-offensive, c'est ce qui se passe même aujourd'hui. Et nous vous invitons, mesdames et messieurs, à aller sur web-info.com pour en savoir beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est lundi 24 novembre 2025. Des violents affrontements opposent les éléments de l'AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont toujours appuyées par les Wazalendo à Buhimba. Donc autour de Buhimba, il y a donc des combats qui sont signalés. Donc ce sont des combats qui ont éclaté tôt le matin de ce lundi 24 novembre à Buhimba, dans le groupement Walo-Wayungu, territoire de Walikale. Et je le disais, c'est entre les FARDC appuyés par les Wazalendo contre les éléments de l'AFC M23. Alors, selon des sources locales, l'armée congolaise et ses alliés tentent de reprendre le contrôle de cette agglomération tombée la veille entre les mains de la rébellion à l'issue des violents affrontements. Alors, des détonations d'armes lourdes et légères ont été donc attendues tout ce matin, voilà, de ce lundi, où les FARDC et les Wazalendo ont lancé une nouvelle offensive visant bien sûr à déloger les combattants de l'AFC M23. Donc la situation pour l'instant demeure extrêmement tendue à Buhimba, indique justement les sources sur place, alors que les combats se poursuivent et que les populations locales restent
prise dans une incertitude aussi totale. C'est un peu ça la situation, mesdames et messieurs, au niveau des Buhimba. Alors, j'ai parlé des Buhimba comme étant cette zone aussi très stratégique, justement, parce qu'avec Buhimba, vous allez comprendre avec nous que les FARDC utilisaient justement cette agglomération pour avoir un contrôle total sur d'autres axes très stratégiques dans le territoire de Walikale. Parce que Walikale, c'est un territoire très vaste. En termes de superficie, Walikale est plus grand que le Rwanda. Ça, il faut quand même le dire. Ça fait partie de ces territoires les plus vastes de la République démocratique du Congo. Alors, il y a tout d'abord, avec la cité stratégique de Buhimba, comme je le disais, tombée bien sûr entre les mains des éléments de l'AFCM 23, selon une source sécuritaire. Buhimba revêtait une importance capitale pour les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Elle servait en effet des positions avancées clés pour la sécurisation des opérations de ravitaillement. Tout, que ce soit en termes de troupes ou même la force aérienne des FARDC. Sa perte, donc le fait pour les FARDC de perdre le contrôle de Buhimba, compromet sérieusement la logistique et même l'approvisionnement des unités sur les terrains. Voilà ce que ça représente. Donc c'est un danger aussi très permanent justement pour les forces armées de la République démocratique du Congo, malgré les replis stratégiques qu'elles ont aussi réalisés, mais déjà ça s'annonce très compliqué. Voilà pourquoi dans la foulée, 24 heures après avoir perdu cette agglomération, les FARDC sont revenus pour tenter de déloger les éléments de l'AFCM 23. Mais jusque-là, ils n'y arrivent toujours pas. Voilà. C'est ça aussi la réalité sur terre. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, oui, ça chauffe à Walikale. Il y a toujours des combats. L'incertitude plane dans cette partie de la province du Nord Kivu. Pendant ce temps, à Uvira, c'est une altercation aussi honteuse entre des forces qui sont censées collaborer ensemble. Des forces qui sont censées justement mettre leurs différents des côtés pour voir dans quelle mesure elles peuvent avancer. Voilà. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Commentez cette actualité. Elle vous intéresse, j'espère bien, parce que là, nous parlons de la sécurité dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Voilà, vos commentaires sont toujours les bienvenus et nous, on va vous lire. Vos points de vue aussi sont très, très importants. Alors, avec cette altercation entre l'armée, donc les FARDC et les Wazalendo à Uvira, on signale jusque-là les bilans annoncés les matins de ce lundi étaient de 4 morts et une dizaine de blessés. Alors, je m'épargne, nous vous épargnons de toutes les images aussi très, très sensibles, montrant même les conséquences voilà, de cette altercation. Les forces armées de la République démocratique du Congo, donc là je parle des FARDC, ont de nouveau eu des accrochages depuis hier dimanche 23 novembre avec leurs alliés Wazalendo dans la ville d'Uvira, siège provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu. Alors selon l'armée, cette situation fait suite à une série de désordres orchestrés par les miliciens Wazalendo qui ont déclenché des tirs sporadiques jusqu'à paralyser la ville. Au moins 4 morts et 14 blessés ont été enregistrés après une intervention des unités de l'armée qui a occasionné des échanges de tirs. Là, c'est à Uvira. Il s'agit d'un nouvel incident, mesdames et messieurs, on peut dire même un incident de trop, entre l'armée et les Wazalendo à Uvira. Les semaines ayant suivi la prise de Bukavu par l'AFCM 23, des sérieux affrontements avaient opposé justement les deux parties
pendant au moins 3 jours à Uvira, faisant une vingtaine de morts et de nombreux blessés. Donc, ça arrive souvent qu'il y ait des altercations entre FRDC et les Wazalendo à Uvira. Rappelez-vous du cas Olivier Gassita, c'est général qui devrait justement s'installer à Uvira, mais les Wazalendo et une partie de la population avaient catégoriquement refusé de les voir travailler à Uvira. Mais avant cela, il y avait une altercation aussi sanglante entre les unités du même général et les Wazalendo. Alors c'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que les gens vivent à Uvira aujourd'hui. Parce que des fois, les Wazalendo viennent, ils veulent aussi imposer leur loi là-bas. Et les FARDC disent non, nous sommes les seuls maîtres qui doivent imposer les règles du jeu ici à Uvira. Ce qui ne passe pas dans les oreilles des Wazalendo. Et ça crée toujours des altercations. Et les victimes, on les enregistre toujours côté population. Malheureusement, c'est la population qui ne cesse de payer toujours les plus forts aussi dans tout ce qui se passe là-bas. Alors, en moins de 48 heures, mesdames et messieurs, 3 incidents sécuritaires ont coûté la vie à au moins 8 personnes à Luvungi, Sangue et la ville d'Uvira. Une situation inquiétante pour la société civile qui appelle à des mesures sécuritaires strictes dans une région où les rebelles de la FCM23 ne cessent d'afficher leur désir de conquérir de nouvelles entités, dont la ville d'Uvira qui demeure aussi sous menace. Il faut le préciser. Alors, avec tous ces échanges de tirs, mesdames et messieurs, entre la milice Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, il faut le dire, ces échanges ont provoqué un carnage à Uvira. C'est le mot qu'il faut. J'ai dit bien un carnage à Uvira. Avec plusieurs morts, dont de nombreux civils, l'incident a eu lieu lors de la distribution d'aide humanitaire du programme alimentaire mondial. Donc, il y avait une distribution d'aide humanitaire du PAM. Et puis, le Wazalendo souhaitait s'approprier cette aide en question. Le Wazalendo donc voulait prendre le contrôle de cette opération. S'il faut donner, c'est eux qui vont le faire. Si il ne s'agit plus de donner, ils vont prendre toute l'aide et aller avec. C'était ça la logique. Voilà. Alors, ça a créé donc des altercations, disent toujours les sources là-bas. Et puis, les FARDC sont venus pour remettre de l'ordre. Ça a entraîné donc des échanges de tirs, sémant la panique, sans oublier aussi des pertes en vies humaines occasionnées, alors des blessés et des dégâts matériels. Et il y a même quelques organisations de la société civile qui appellent à une enquête urgente, indépendante et surtout transparente pour identifier les responsables de ces violences. On le connaît tous, oui, les Wazalendo. Altercation entre eux et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans ces contextes, mesdames et messieurs, qu'on assiste toujours à des interpellations. Un général qui se comporte mal, interpellé. Un général qui ne parle plus le même langage avec sa hiérarchie, interpellé. Et il y a aussi une guerre interne au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, il faut le dire. Un conflit d'intérêts aussi qui plane dans les FARDC. Et quand vous vous retrouvez en face d'un général qui risque d'étouffer vos intérêts, il faut tout faire pour comploter contre lui. En fomentant même des faux dossiers, en mettant en place des histoires qui n'existent pas, pour que l'hiérarchie l'interpelle. Et vous-même, vous savez, lorsque les généraux sont interpellés, ça prend beaucoup de jours pour qu'ils soient jugés. Parce qu'il y a plusieurs généraux aujourd'hui qui sont interpellés dans les histoires des coups d'État. Jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est mijoté, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire exactement contre le président Félix Tshisekedi. Les services de sécurité n'ont jamais donné de précisions quant à ça. La justice militaire elle-même n'a jamais ouvert des dossiers concernant ces généraux, mais ils sont toujours interpellés. Vous pouvez le voir en dolo, au niveau de la prison militaire, vous pouvez le voir au niveau du Conseil national de sécurité.
d'autres à l'ADEMIAP. Imaginez même l'ancien responsable de ces services appelé DEMIAP, lui aussi interpellé. L'ancien chef d'état-major général des FARDC, les généraux d'armée. Quand je parle d'un général armé, c'est un général 4 étoiles. Au Congo, ils ne sont pas nombreux. On peut les compter à bout des doigts. Nous avons le général Christian Chiwewe. Il y a le général Amisi Kumbadi Tangofor qui est aujourd'hui à l'inspection des FARDC. Et puis le général aujourd'hui qui est, je ne sais pas où est-ce qu'il est, le général, comment il s'appelle encore, John Numbi. Voilà, les trois là sont les généraux qui, les généraux plutôt, sont les trois généraux qui ont ces niveaux-là des généraux d'armée, 4 étoiles. Les autres, ce sont les lieutenants généraux, les généraux majors. Voilà, c'est un peu ça. Alors, avec ça, ces interpellations, mesdames et messieurs, continuent toujours à faire polémique. Les gens se posent des questions. Pourquoi ils sont arrêtés? Récemment, c'est les commandants de la 3e zone de défense de Kisangani à Kinshasa. Aujourd'hui, il est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Ici, je parle bien sûr du général Pacifique Massunzu. Alors, c'est le porte-parole des FARDC lors d'un point de presse tenu samedi dernier à l'état-major général des FARDC qui a confirmé que les interpellations sont liées à des faits qualifiés de répréhensibles et relevant de la sécurité de l'État. Il a rappelé que le dossier demeure à ce stade dans sa phase pré-juridictionnelle. Donc, nous ne sommes même pas dans une phase juridictionnelle. Alors, je vais vous laisser suivre le général Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, qui revient encore une fois sur toutes ces interpellations. C'est la 3e fois qu'il en parle. Et là, c'est le 2e point de presse qu'il organise autour de ces sujets. Et sur les antennes de la RTNC, il avait encore parlé de ça. Alors, suivez le général Sylvain Ekenge et puis on revient, mesdames et messieurs, pour d'autres détails. Certaines ONG de droits humains relayées par les médias et les réseaux sociaux s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Voici ce que l'opinion plurielle doit savoir à ce stade. C'est vrai. Plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. À cause des connexions multiples du dossier, ces enquêtes sécuritaires nécessitent du temps. Donc, concernant les conditions, ou disons, oui, les conditions de détention, voilà, toujours avec le général Sylvain Ekenge que vous venez de suivre, il a précisé que les officiers concernés sont soumis à une assignation à résidence assortie d'un régime de liberté contrôlée. Voilà. Sont soumis à une assignation à résidence assortie d'un régime de liberté contrôlée. Le FARDC assure aussi que la procédure, mesdames et messieurs, respecte les textes en vigueur et que les officiers interpellés, notamment dans le cadre des enquêtes en cyberdéfense, restent à la disposition de l'auditeur général des FARDC.
l'armée précise qu'une communication plus détaillée sera possible une fois l'affaire portée devant les juges après les contrôles de l'instruction. Là, c'est le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. Alors, dans ce contexte, mesdames et messieurs, c'est que vous voyez, ces terrains de combat continuent. Oui, des interpellations ça et là, parce que tout le monde parlait des Masunzu comme quoi c'est lui le sauveur, c'est lui qui vient libérer tout ça, mais lui aussi interpellé. Et il faut aussi voir surtout la réaction dans certains coins où on disait que oui, quand vous voyez les Sukhoi, quand vous voyez les drones faire mal, c'est que le général Masunzu a ordonné à ce que ces drones soient pilotés et qu'il fasse ce travail-là. Mais il est interpellé. Pour quelle cause, pour quelle faute, voilà, on ne sait pas. Mais bien, comme l'armée dit qu'elle reviendra avec une communication plus détaillée, on attend. Fait que attendre. Mais c'était aussi important de vous faire part de cette communication de l'armée parce que les gens se posent beaucoup de questions. Oh, ce sont des interpellations qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain. Oh, tout ça, tout ça. Mais on attend. Mais c'est très compliqué aussi. C'est une fissure qui prend forme au sein des FARDC. Tous ces généraux, ils sont nombreux quand même. Parce que récemment, on a consulté les rapports publiés par l'ONG, la fondation Bill Clinton pour la paix. N'est-ce pas? Et vous-même, vous avez compris qu'ils sont nombreux. Une vingtaine de généraux aujourd'hui en détention. Pour des faits liés au coup d'État, un coup d'État, présumé coup d'État, tout ça, c'est aussi une fissure que nous sommes en train de mettre dans cette armée. Alors, dans ce même contexte, mesdames et messieurs, c'est aussi ces bras de fer entre Kigali et Paris autour de l'ouverture de l'aéroport de Goma. Parce que depuis que Paris avait annoncé cette ouverture, pour des vols humanitaires tout d'abord, aujourd'hui, les choses ne marchent, donc les violons ne s'accordent pas. La FCM23 qui dit vous ne pouvez pas prendre une telle décision sans pour autant nous associer. Nous sommes là, nous contrôlons Goma, nous avons tout ça. Il faut donc nous associer. Et Kigali, qui estime que c'est prématuré de réfléchir à une réouverture de l'aéroport de Goma sans la FCM23. Et pourtant, le gouvernement congolais, dans un conseil des ministres récemment présidé par le président Félix Tshisekedi, cette question a été abordée. Et le gouvernement se prépare déjà, est en train de tout mettre en place pour que l'aéroport de Goma soit opérationnel, tout d'abord pour les vols humanitaires. Alors, c'est dans cette foulée, mesdames, ou disons dans ce contexte que le président français Emmanuel Macron a encore réagi à cette question depuis l'Afrique du Sud, où il prend part au sommet du G20. Emmanuel Macron parle justement des mesures, ou disons des avancées constatées avec Kinshasa. Kinshasa fait déjà un pas très important, mais il déplore le fait pour l'AFCM 23 de ne pas faire aussi pareil. Donc l'AFCM 23 ne favorise pas la réouverture de l'aéroport de Goma. C'est ce qu'il a dit. Alors je vais vous laisser suivre vous-même le président français Emmanuel Macron lorsqu'il parle de cette réouverture. Et pourtant, on parle d'une aide aussi humanitaire qui va dans les 1 milliard de dollars. Mais l'aéroport n'est pas encore opérationnel. L'AFCM 23 qui dit oui, nous sommes là en train de contrôler Goma, vous devez nous associer. Dans un premier temps, vous ne pouvez pas parler de Goma sans pour autant nous associer. Suivez le président français réagissant depuis l'Afrique du Sud. Nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1 milliard 500 millions. Merci Monsieur le Ministre précisément. Avant le sommet, on était à 150 millions d'euros. Donc on a fait x10 sur le soutien à l'humanitaire en République démocratique du Congo. C'était une nécessité. Il faut qu'on continue d'avancer. La situation est terrible dans tout l'Est et dans l'équipe.
Maintenant, on avait aussi posé des points opérationnels comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes sur le sujet humanitaire de savoir avancer. Ensuite, c'est tenu, comme vous le savez, une réunion de médiation à Doha, qui a permis aussi d'avancer sur l'aspect politique et la discussion avec le M23. Nous, on continue d'avancer et je pense qu'il faut unir tous les efforts de l'Union africaine et du président Faure Gnassingbé qui a été mandaté par le président Lorenzo, les efforts des États-Unis d'Amérique, et ce qui a été signé l'été dernier, les efforts du Qatar et la médiation qui vient de marquer un pas important et on s'en est réjoui, et ce que la France a pu apporter. On doit absolument continuer, la situation est trop grave pour qu'on la laisse, et donc c'est cette... Voilà, mesdames et messieurs, le président français Emmanuel Macron, par rapport à cette polémique, il insiste pour lui, l'AFC M23 ne fait pas aussi des efforts. Il n'y a pas d'efforts côté AFC M23 pour que cette... donc, c'est... Comment dire? Oui, une exigence ou une urgence, voilà, c'est mieux. Cette urgence humanitaire trouve des réponses dans un délai aussi raisonnable. Et sur le plan humanitaire, il y a une catastrophe qui est visible et qui demande aussi des réponses. Mais l'AFC M23, pour sa part, insiste sur les préalables. Voilà. Alors, ça n'arrive pas tous les jours de voir le gouvernement congolais à un certain moment parler le même langage avec Paris. J'attends voir ceux-là qui applaudissent toujours, les suiveurs, qu'ils viennent aussi pour quand même saluer la position d'Emmanuel Macron. Parce que quand il parle, il évoque certaines vérités, les gens ne sont pas d'accord avec lui. Jusqu'au point de les critiquer, les critiques qui vont toujours dans tous les sens lorsqu'il s'agit de Macron. Mais là, il parle un petit peu en faveur du régime de Kinshasa. Que les gens viennent aussi pour quand même dire qu'ils viennent dire quand même quelque chose. C'est aussi très important. Alors, il y a un processus qui est en cours parce que tout tourne autour de la paix. C'est que Paris dit, c'est que Kinshasa peut dire, l'AFC M23, tous ces acteurs parlent au nom de la paix. Mais où est-ce qu'on en est avec les dialogues, comme on le disait? Parce qu'aujourd'hui, le processus de Doha continue. Celui de Washington, même. Mais où est-ce qu'on en est avec les processus à l'interne? Qu'est-ce que l'Église catholique pense? Quand je parle de l'Église catholique, j'ai fait allusion à une figure emblématique de cette Église, la République démocratique du Congo. Le cardinal Ambongo, que vous aimez, que les autres détestent parce qu'il dit souvent la vérité. Le cardinal Ambongo a résumé tout ce qui s'est fait, Doha, tout ça, les histoires de paix. Oui. Pour les cardinals, ou disons les cardinals Ambongo, bien sûr, il n'y aura pas de solutions tant que les Congolais ne se mettent pas ensemble pour discuter des causes profondes de cette crise. Une crise multiforme, sécuritaire, économique, politique, culturelle même. Il a dit hier à Kinshasa, devant les jeunes, il a aussi évoqué les histoires de l'insalubrité à Kinshasa, absence d'infrastructures, embouteillage, inondation, tout ça. Le cardinal Fridolin Ambongo, je vais vous laisser aussi le suivre, mesdames et messieurs, parce que c'est très important. Qu'est-ce que tout le monde, qu'est-ce que les gens, les leaders sont en train de dire, ce qu'ils sont en train d'aborder comme ce qu'ils donnent comme lecture par rapport à tout ce qui s'est fait aujourd'hui. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo fait réagir beaucoup d'acteurs dans la région, dans la sous-région, même au niveau international. Alors, le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a fait sa lecture des faits devant tous ses fidèles catholiques. Cette espérance d'unité, de réconciliation et de paix est aujourd'hui portée dans le projet du pacte pour la paix, la réconciliation entre Congolais et le bien vivre ensemble dans la région, la sous-région des Grands Lacs.
Ces projets, portés conjointement par la Conférence nationale des évêques du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. Cette initiative vise à relire notre histoire commune pour toucher les racines profondes de ces conflits, en impliquant tous les acteurs de la crise et toutes les forces vives du pays, spécialement vous les jeunes. Ces projets s'inspirent du concept de Ubuntu, notre être toujours déjà relationnel. Toute autre initiative qui se limite aux arrangements entre politiciens sans prendre en compte les causes profondes de la misère de notre peuple est vouée à l'échec et provoquera d'autres crises si nous ne rassemblons pas ensemble le peuple congolais autour d'une table pour vider leur sac. C'était là, mesdames et messieurs, le cardinal Fridolin Ambongo. Voilà. Revenant sur tout ce processus diplomatique, sous-régionaux, internationaux. Il insiste et privilégie beaucoup plus les schémas SCC 5O. C'est le schéma, selon lui, qui paraît un tout petit peu crédible pour nous amener à une solution durable. Ça, c'est les général, non, les cardinals, il n'est pas général, les cardinals Fridolin Ambongo. Je constate qu'il est temps de laisser la diplomatie et passer à une vraie guerre terrestre et aérienne. Serge Birimweragi. Bonjour à vous, Serge, vous nous suivez depuis où? Voilà. Alors, Serge, lui, pense qu'il est temps de laisser les histoires de diplomatie et qu'on se focalise sur l'option militaire. Mais c'est avec l'option militaire que Goma a été prise, Bukavu, toutes ces entités. C'est avec l'option militaire. Ce n'est pas l'option diplomatique. Donc, c'est avec l'option militaire qu'on a perdu toutes ces entités. Et c'est l'alternative. Pour l'instant, alors, les débats restent toujours ouverts. C'est à vous, mesdames et messieurs, de faire comme Janvier Bahati, Serge Birimweragi, qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Commentez aussi, donnez votre point de vue, parce que là, nous parlons de l'actualité. Nous parlons justement de cette situation qui continue toujours à mettre en mal les Congolais, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo qui subissent justement qui paient les plus lourds aussi de cette crise sécuritaire. Ça aussi, il faut le préciser. Pendant ce temps, côté politique, on a une autre lecture des faits. Un député national IDPS sur les antennes de Top Congo pense autrement. Lui, il estime que comme nous sommes en guerre, la République démocratique du Congo, donc on ne peut même pas penser élection, selon lui. Nous n'organiserons pas des élections tant qu'il y aura la guerre dans la partie est du pays. C'est normal, c'est logique. Joseph Kabila nous a appris un excellent article. C'est l'article 70 de notre constitution. C'est un député d'EPS qui l'a dit, que Joseph Kabila a appris un excellent article de la constitution, l'article 70. Et pendant ce temps, lorsque le camp Kabila avançait cet article pour son maintien au pouvoir, l'IDPS, à ce temps-là, qui contestait justement le maintien au pouvoir de Joseph Kabila par cet article. Mais aujourd'hui, voilà un député d'EPS qui l'a dit. Il poursuit en disant que le président de la République, Félix Tshisekedi, reste en fonction. Donc, le président, n'importe quel président, c'est l'article de la Constitution. Et la loi est toujours impersonnelle. Le président de la République reste en fonction jusqu'à trouver vous normal de faire des élections sans les Sud Kivu,
Ça, les Nord Kivu. Les rebelles vont partir. C'est cela notre souhait, indique le professeur Paul Chilumbu. Un professeur, hein? Paul Chilumbu, député national IDPS Tshisekedi, sur Top Congo. Alors, vous-même, vous allez suivre, mesdames et messieurs, religieusement ce qu'il dit. Donc, aujourd'hui, il ne faut même pas, selon lui, penser aux élections. Tant que la guerre est là, il ne faut même pas parler élections. Voilà pourquoi nous disons tous les jours, nous nous posons la question, à qui profite cette situation? Vous discutez à Doha, mais sur terrain, rien n'avance. Vous ne respectez même pas les engagements que vous-même vous avez pris. Premier point. Sur le plan militaire, pas des avancées aussi importantes. Alors, la question qu'on s'est toujours posée, à qui profite ce statu quo? On commence à avoir des réponses petit à petit. Donc, suivez d'abord cette députée de l'IDPS sur Top Congo, et puis on revient pour d'autres commentaires. Tango Baïbara, père fondateur va créer qui parti Nabiso et Zalaki pour toi accéder à pouvoir. Ce que nous avons pu faire avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais aussi, non seulement accéder au pouvoir, mais nous devons garder le pouvoir Rwanda. Donc pour garder le pouvoir Rwanda. Vous gardez pendant combien d'années? Bon, en tout cas, tant que nous sommes capables de regarder de manière démocratique. Nous regardons c'est pourquoi tout lingi tout réorganiser parti na biso tozongisa yango lisusu makasi ndenge ezalaka na kala yango tozokende na congrès mais tie sokoya il faut kosala makambo oyo ekosala te baimboka bandima bino parce qu'il faut koleka na nzela ya makolo absolument nini bokosala obe nini bokosala lelo bokofandi olobi te toregarde pouvoir tie sokoya parce que tosali boye. En tout cas, omoni question wana ibongaka peuple a jugé biso ozolanda bonga sona banjolo bana place ya peuple olobake bino ba politicien bozalaka bongo poza mutu a IDPS lokwa yo pe nyonso kabele yango IDPS yoza mutu a IDPS mais je crois que le président Félix a sali ebele soki tozongi lisusu neti ntango tozali na campagne tobanda susu kotanga maye nyonso président asali je crois eza ebele gratuité et enseignement docteur Zong il a kaka bamakambo wana oyo peuple ye moko ayebi le président sali PDL 145 territoire donc bato ebele balobaka baprovince ebele ekoma kuna te mpona bino ekoma na baprovince ebele presque province nyonso peut-être eza na batravaux mosusu oyo esili nanu te mais na baprovince nyonso ekota sika okoki koyebisa nani fo aconvoqué congrès wana. Là, c'est un député IDPS qui nous dit qu'il n'y aura pas... Donc, n'est-il même de penser aux élections tant que la guerre sera là? Qui va rester au pouvoir, c'est Félix Tshisekedi. Donc, ils peuvent avoir des solutions pour mettre fin à cette crise sécuritaire, mais ils nous laissent toujours dans cette situation pour rester au pouvoir. Et pourtant, je tiens à le préciser ici. En 2023, nous sommes allés aux élections sans Bunagana. Donc, une grande partie des Rutshuru. D'ailleurs, à Rutshuru, les gens n'avaient pas voté, rappelez-vous. Massissi, même chose. Là, nous étions en guerre ou pas? Nous étions bien sûr en guerre, mais les gens sont allés aux élections. Pourquoi? Parce que là, le président Félix Tshisekedi est visé un deuxième mandat. Mais comme aujourd'hui, comme le président Félix Tshisekedi, il est un mandat et il ne peut plus postuler, voilà les discours avec lesquels les gens de l'IDPS commencent maintenant à mettre sur la place publique. Vous avez organisé les élections dans ces pays pendant que les pays étaient en guerre. L'AFC M23 était à Rutshuru, l'AFC M23 était à Massissi. Et les gens jusqu'aujourd'hui n'ont jamais voté. Jusqu'aujourd'hui, plutôt, les gens n'ont pas encore voté. À Massissi et à Rutshuru. Les élus qui siègent pour les comptes de Rutshuru et de Massissi sont là depuis 2018. Mais aujourd'hui, comme
le contexte n'est pas favorable pour vous, vous dites non, 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 on ne peut pas organiser les élections. On va se baser à l'article 70 de la Constitution. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est ce que vous voulez dire maintenant aujourd'hui. Pourquoi en 2023 les gens sont allés aux élections? Il fallait appliquer ou disons venir avec la même théorie pour justifier justement les contextes qui ne favorisent pas la tenue des élections. Mais au lieu de le dire, vous nous emballez encore aujourd'hui dans ces histoires. Quand on dit qu'il y a des gens qui profitent de cette crise sécuritaire pour se maintenir au pouvoir, les gens nous prennent comme des ennemis. Parce que les Congolais aujourd'hui, il y a des Congolais qui ne veulent pas écouter ou disons, ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Il y a de ces Congolais-là aujourd'hui. Et ce sont ces gens-là qui vont applaudir les telles personnes, de Paul Tshilumbu. Vous allez voir les gens les encourager dans ce qu'ils sont en train de dire. Donc, la situation sécuritaire aujourd'hui, voilà pourquoi quand on dit Kinshasa ne s'intéresse même pas à ça. Dans les missions diplomatiques qu'ils sont en train de faire, ils vont là-bas sans pour autant aborder les dossiers avec beaucoup de profondeur. Parce que si ces gens voulaient que la crise prenne fin, on ne serait même pas là où on est aujourd'hui. Ça, je vous assure, les discussions ou disons les négociations allaient commencer depuis bien avant. On nous avait trompé avec les options militaires, mais voilà aujourd'hui, là où on en est. Donc, c'est quand même... ça fait mal, il faut quand même le dire, parce que des profiteurs politiques, les tireurs de ficelles, on les voit encore aujourd'hui venir pour CMP de trouver des dividendes ça et là, trouver là où ils vont se retrouver, pendant que les gens sont en train de souffrir dans l'est du pays, dit à cette situation. Mais comme si vous mettez fin à la crise sécuritaire aujourd'hui, d'ici 2026, on peut baliser les chemins pour les élections. Et comme vous savez que Tshisekedi ne peut plus se présenter, vous commencez à venir avec de tels discours. Bon, c'est pitoyable, c'est ça aussi la politique en République démocratique du Congo. Comprenez, mesdames et messieurs. Nous, on est à la fin de cette production sur Web Info. On ne peut que vous remercier. Nous disons si merci à Thomas Zawadi. Merci à toute l'équipe Web Info qui nous a accompagnés. Ce fut toujours un plaisir aussi de vous retrouver, de vous savoir plutôt nombreux. Donc, nos programmes sont en continu. La journée, elle est encore longue et plusieurs choses vont intervenir. À vous donc de rester toujours connectés. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, commentez, partagez et aimez toutes nos productions. Bonne suite du temps chez vous et surtout passez une semaine aussi bonne chez vous.